kooku jàmm ak salaam. ndogu leen ak salaamaaleykum xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk ci turam ak santam tey sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ne télévision nationale nag ni la RTS 1 ñëw si waat ci jokkoo weeru koor bu sell wi. bu ngeen wooyee ci lu mel nii danañ ci sawar. muy ci weeru koor. ngeen woonu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam woonu ci sunu ci Cheikh na Cheikh Saad. at bii di centenaire am. daal di woo rek ki nga xam ne ba ma nekkee rek tonet ni moom laay woo. ñu ubbee ko muy Fadal Gueye ya rasulallah doy nga ñu wasila ndaysa waaw waaw ana soppay rasulillah jóg leen taxaw Il y a des problèmes de méthodologie et surtout j'ai vu que en fait certains élèves n'ont pas fait la discussion. Et voilà, c'est comme si ils n'avaient pas compris qu'après avoir commenté le texte qu'il fallait nécessairement faire une discussion. Les élèves sont confrontés à un problème de méthodologie, c'est-à-dire comment articuler la théorie méthodologique à la pratique. C'est justement le même cas. D'abord, par exemple, beaucoup d'élèves ont tendance à confondre dissertation et commentaire. Il y a des problèmes de méthodologie et surtout j'ai vu que en fait certains élèves n'ont pas fait la discussion. Et voilà, c'est comme si ils n'avaient pas compris.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information que nous démarrons avec quelques petites minutes de retard. Voici les titres. 171 migrants rentrent au pays. Ils ont été rapatriés de la Libye par le gouvernement et l'Organisation internationale des migrations. Des milliers de migrants ouest-africains tentent de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe courant de grands risques. La découverte du pétrole et du gaz doit enrichir l'offre de formation dans les universités publiques et privées. La réflexion est en cours et les chantiers de l'Institut du pétrole et du gaz sont en bonne voie. Le sujet Ramadan s'intéresse au marché de la date à Kaolack. Beaucoup de revendeurs ont flairé ce filon. Le business marche bien et attire du monde. Nous verrons avec notre équipe sur place. Mais d'abord, sachez que le chef de l'État a reçu cet après-midi l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wane, est venu transmettre les remerciements de la secrétaire générale au président Macky Sall. Michael Jean magnifie le soutien et l'implication personnelle du président Macky Sall dans la création et le fonctionnement de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, dont le siège se trouve à Dakar. Adama Wane est au micro de Omar Nying. Je suis venu remercier le chef de l'État pour son investissement personnel pour permettre à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF de commencer ses travaux, son implantation dans des magnifiques locaux ici au Sénégal. Cet institut de l'espace francophone a eu son conseil d'orientation, donc le comité de pilotage qui s'est réuni hier, et je suis venu rendre compte au chef de l'État sur l'avancement des travaux et les orientations de cet institut. Et Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michael Jean, m'a chargé de venir transmettre au président nos remerciements pour son soutien pour la création de cet institut qui avait été décidé ici au sommet de Dakar, mais aussi partager avec lui les nouvelles orientations stratégiques de la francophonie et la préparation du futur sommet. Le Sénégal est une pièce très très importante dans le dispositif de la francophonie. C'est tout à fait normal et logique que nous continuions et que nous venions donc de rendre compte de l'avancement, disons, des progrès et des résultats que la nouvelle équipe est en train donc d'engranger dans la marche de la francophonie. L'administrateur de l'OIF reçu par le chef de l'État a noté aussi le lancement officiel ce matin à Dakar des opérations d'enrôlement des pèlerins pour l'édition 2017. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en a profité pour réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de privatisation du pèlerinage à la Mecque. Cette année, le quota de la mission officielle est ramené à 1000 pèlerins. Youssouf Kaba. Ces opérations d'enrôlement ont démarré effectivement depuis le 18 mai 2017, mais c'est aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères a procédé au lancement officiel en soulignant certains aspects indispensables pour une bonne organisation. Un espace convivial où toutes les conditions sont réunies pour que les inscriptions se déroulent dans d'excellentes conditions de sécurité. Vous avez la présence ici de la police en permanence et la présence des sapeurs-pompiers. C'est extrêmement important que les opérations se déroulent dans des conditions de sécurité. Et je vois bien que les pèlerins sont très contents de se retrouver cette année dans cet espace. Le processus de désengagement de l'État au profit des voyagistes privés pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque est en cours. Cette année, le nombre de pèlerins de la mission officielle passe de 1500 à 1000 tout simplement. L'État ne va pas entrer en concurrence avec le privé. La volonté du président, c'est de concéder au privé. L'État est là pour encadrer le privé, pour les accompagner les voyagistes privés qui sont au nombre de 285, mais qui cette année ont décidé volontairement de se retrouver en 50 entités. Et ça aussi, il faut le saluer. Ce centre renferme toutes les commodités pour une meilleure opération d'inscription. L'État ne compte pas faire moins que la précédente édition en termes de qualité d'organisation. Notre train, l'année dernière, était venu à l'heure, personne n'en a parlé. Cette année également, nous prions pour que le train arrive également à l'heure, Inch'Allah. Et ça, c'est très important de le souligner. Et ça, c'est parce qu'il y a une réforme de fond que le président de la République a entamée depuis l'année dernière. Et cette réforme se poursuit. Le nombre de pèlerins sénégalais est estimé cette année à 10 500 personnes. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 28 juillet, date limite. Le premier vol est prévu le 14 août 2017. Il y en aura 18 au total à l'aller comme au retour.
Le ministre a tenu également à préciser que le nombre de personnes d'encadrement est ramené à 20 contre 200 l'année précédente, ce qui permettra de faire une économie budgétaire substantielle. Ils sont 171 migrants sénégalais rapatriés de la Libye. L'opération a été menée par l'État du Sénégal en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations. Une fois de retour au Bercail, le soulagement se mélange aux souffrances vécues. Pape Bounatiao. Partis à l'aventure de l'immigration clandestine, ces jeunes Sénégalais ont vécu le pire. Entre torture, emprisonnement et autres privations, l'enfer libyen bouillonne encore dans les mémoires. Depuis 2014, là, je suis parti en 2014. Ce que j'ai vécu là-bas est tout simplement inimaginable. On dirait qu'il n'y a même pas de loi là-bas. Nous avons vraiment souffert. On nous torturait à longueur de journée. Pour 2 jours, par exemple, on nous servait une seule miette de pain. En plus, pour un rien du tout, on te frappe à mourir. Les conditions étaient vraiment pénibles. Pour faire face aux passeurs véreux et avoir la vie sauve, il faut accepter de mettre la main à la poche. Et parfois, les sommes sont astronomiques. Il faut payer entre 400, 500, 600 jusqu'à 700 000 francs CFA pour être libéré de prison. Après des mois, voire des années d'errance pour certains, refouler le sol du pays est un soulagement qui appelle une gratitude sans limite. Vraiment, nous remercions fortement l'État du Sénégal pour ce geste, tout en espérant que ça va continuer parce qu'il y a encore beaucoup de Sénégalais qui sont restés là-bas. Le ministère de l'Emploi est mis à contribution pour que nous puissions, dans un concours collectif, venir à bout du phénomène de l'immigration irrégulière. Effectivement, des dispositifs de réintégration et d'accompagnement sont mis en place pour que ces jeunes-là ne tentent plus l'immigration irrégulière. Depuis le début de l'année, pas moins de 1300 personnes ont trouvé la mort en essayant de traverser la Méditerranée. Ils sont essentiellement d'origine subsaharienne. Pabouna Tchao, ces Sénégalais rapatriés de Libye font partie des milliers de migrants ouest-africains qui tentent quotidiennement de traverser la Méditerranée au risque de leur vie. Nous écoutons à ce propos Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, au micro de Pabouna Tchao. Il y a 171 effectivement qui sont arrivés sur les 180 attendus pour la journée d'aujourd'hui. 180 autres sont attendus le 6 prochain. Ce qui fait que nous sommes dans une liste de plus de 1000 Sénégalais depuis le début de l'année en provenance de la Libye. Et ces opérations sont menées de commun effort avec l'Organisation internationale pour les migrations, qui fait partie des partenaires stratégiques du gouvernement du Sénégal en matière de gestion des questions migratoires. Et leur apport a été extrêmement important parce que nous n'avons plus d'ambassade à Tripoli. Si ce n'était pas le concours de l'OIM, si ce n'était pas le concours de notre ambassade à Tunis, on aurait des difficultés aujourd'hui à pouvoir disposer des sauf-conduites qui devront permettre à ces compatriotes de pouvoir embarquer à bord du vol spécial qui leur a été affrété par l'OIM pour qu'ils soient aujourd'hui arrivés chez eux. Et ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'au quotidien, leurs familles, restées au Sénégal, nous envoient des courriers parce qu'ayant été saisis par leurs enfants en prison en Libye, sur la base d'une rançon dont leur auteur réclame pour libérer ce dernier. Donc imaginez combien ces familles seront aujourd'hui soulagées de voir leurs enfants revenus sains et saufs. Vous en avez certainement entendu parler de cette fuite de carburant sur un pipeline de la Société africaine de raffinage à Thiaroye Azur. Des mesures urgentes sont prises pour éviter une quelconque catastrophe. Il s'agit entre autres du déguerpissement d'une famille qui se trouve sur le tracé des tuyaux de la SAR. Le gouverneur s'est rendu sur place et à la fin des travaux, la fin des travaux est prévue au plus tard demain. L'assurance a été donnée par la SAR, la Société africaine de raffinage, Lamine Touré. C'est hier, dans la matinée, que cette fuite de carburant a été signalée aux autorités et à la Société africaine de raffinage. Ce percement a été très tôt pris au sérieux. Quand on a été avisé, nous avons pris les dispositions nécessaires pour prendre des mesures conservatoires.
d'abord de baliser, disons, l'espace qui était où il y a eu des déversements de produits. Ensuite, mettre en place des sociétés de gardiennage pour pouvoir éviter, disons, les populations l'accès à cette zone. Le gouverneur de la région de Dakar, en compagnie de plusieurs responsables administratifs déconcentrés, s'est rendu sur place. La mise à l'écart de cette famille et d'autres objets à fort potentiel incendiaire ont été prises en charge en collaboration avec la mairie de Thiaroye Azur. Nous avons trouvé une maison immédiatement avoisinante qui était carrément sur le site de l'emprise et les premières mesures de sauvegarde ont été prises par le préfet. Ça concernait surtout l'interdiction de toute cuisine et de toute combustion. Mais à cela, il faut ajouter ce que nous avons prescrit tout à l'heure. Il faut ajouter que, compte tenu du risque sécuritaire, le courant de cette maison doit être coupé et la maison doit être évacuée. La visite de terrain a été aussitôt suivie d'une séance de travail avec la direction générale de la SAR. Au menu de cette rencontre exceptionnelle, les points sur la cartographie des pipelines de la SAR et les projets alternatifs à ce dispositif de 1963 ont été entre autres évoqués. Il s'agit d'aller de manière harmonisée à des solutions définitives aux problèmes. Comme projet alternatif, nous prévoyons de mettre en place un sea line, c'est-à-dire une conduite qui va passer par la mer pour nous permettre, disons, de faire un peu les transferts tout au long, disons, de la façade maritime de la raffinerie. L'autre mesure qui doit accompagner dans le moyen terme, c'est qu'on arrive à retracer exactement les circuits des pipelines jusqu'au port. Parce qu'il nous faut une situation cartographique extrêmement précise pour pouvoir d'abord faire les sommations, savoir qui s'est installé indûment sur les pipelines, les identifier et aboutir donc à des décisions à ce niveau. Les percements des pipelines de la SAR ne sont pas des faits nouveaux. Le danger réside essentiellement sur l'occupation des emprises par les populations qui n'hésitent pas à construire sur ces infrastructures d'une grande dangerosité. Notre dossier sur les métiers du pétrole et du gaz, de nouvelles filières devraient être proposées après la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. La réflexion sur les offres de formation est entamée. Les chantiers de l'Institut du pétrole et du gaz sont en bonne voie. Plusieurs établissements d'enseignement public comme privé se sont engagés à prendre en compte la formation aux métiers du pétrole et du gaz. C'est un dossier signé Seydina Lunfal. Le Sénégal sera bientôt producteur de gaz et de pétrole. Une nouvelle donne qui nécessite inéluctablement la formation de ressources humaines qualifiées. Rencontres, réunions se multiplient. Il est question dès à présent d'élaborer des programmes et filières qui pourront répondre aux besoins. Nous sommes bien conscients que nous aurons besoin de former des ressources humaines pour un large spectre de niveaux de formation allant du brevet professionnel au doctorat, en passant par le brevet des techniciens supérieurs et les licences professionnelles. Le secteur du pétrole et du gaz s'appuie sur un grand nombre de métiers. Le Sénégal ne va pas se lancer dans la création de filières de formation sans avoir une idée précise de celles dont il a besoin en priorité. Dès le début, le président de la République avait annoncé la création de l'Institut du pétrole et du gaz. Ce projet, il avance très bien. Le gros œuvre est déjà terminé. Les gens en sont à la finition. Le président a organisé un certain nombre d'équipes qui travaillent sur les curricula, sur les personnels, sur les filières, ainsi que sur les débouchés. Il avance assurément. L'Institut qui est à Diamniadio et qui va être dirigé par le COS Pétrogaz, voilà, donc qui est la structure chargée de définir la stratégie et la formation dans le domaine du pétrole et du gaz, et qui est le COS Pétrogaz et l'Institut qui sont mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pour que s'il y a une commande et si COS Pétrogaz a besoin d'ingénieurs pour les spécialiser, que nous puissions répondre à cette demande-là. Les élèves ont également eu écho des possibilités de formation et d'emploi dans les métiers du pétrole et du gaz.
Leur génération devrait, dans quelques années, jouer un rôle important dans l'exploitation et le traitement du gaz et du pétrole au Sénégal. Si on a la chance d'avoir du pétrole chez nous, il serait vraiment raisonnable que les jeunes de nos pays puissent l'exploiter et le traiter. Je pense que les métiers du pétrole, ça pourrait intéresser les jeunes. Voilà. Beaucoup de jeunes maintenant veulent ce genre de métier et ça nous aidera à exploiter notre propre ressource. Les apprenants pourront entre autres s'orienter vers l'UAM. L'université Amadou Mahtar Mbow a aussi prévu la mise en place de filières liées au métier du pétrole et du gaz. L'UAM n'a pas attendu les grandes découvertes du Sénégal, n'a pas attendu la mise en place du COS Pétrogaz, avait déjà initié dans son offre de formation la mise en place d'un institut du pétrole. On le fait dans le cadre d'un pôle très fort où il y a une faculté des sciences de la terre et de l'environnement, une école supérieure des mines et de la géologie et un institut du pétrole. Élèves et étudiants ne seront pas les seuls concernés. Tous les niveaux de qualification seront sollicités, ouvriers, techniciens, jusqu'aux ingénieurs. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous sommes dans les niveaux 5 ouvriers, niveau 4 techniciens et niveau 3 techniciens supérieurs. Sur ces 3 niveaux, vous retrouverez aujourd'hui dans l'offre de formation actuelle les métiers qui sont liés à tout ce qui est relatif à la mécanique et à l'électricité qui sont pourvus. Nous travaillons donc les termes de référence que nous devons partager avec les professionnels du pétrole et du gaz afin d'engager le processus de faisabilité ou non d'un dispositif spécialement dédié au métier du gaz et du pétrole. C'est là où en est aujourd'hui le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. L'exploitation du pétrole et du gaz nécessite la combinaison de plus d'une centaine de métiers. L'Institut du pétrole et du gaz sera en première ligne, mais ne sera pas seul. Plusieurs établissements, publics comme privés, réfléchissent présentement à l'élaboration de curricula destinés aux métiers du pétrole et du gaz. Fin de formation pour la deuxième promotion des ASP à Dakar. Ils sont plus de 500 et seront bientôt déployés dans la capitale du Sénégal. Pour cette deuxième promo, un accent a été mis sur des modules importants comme la formation militaire, le secourisme d'urgence, entre autres. Amédou Diop. L'absent le plus présent à cette sortie de promotion deuxième du genre est Matar Faye, décédé dans un accident de la circulation. Ses camarades ont chanté pour lui devant ses parents, les autorités de l'agence et du ministère de l'Intérieur. Malgré cette perte énorme, les 536 ASP de Dakar sont au top et seront bientôt déployés dans diverses structures de la capitale. L'innovation de cette année réside cette fois dans l'allongement de la durée de la formation et la rigueur dans la formation militaire. Ils ont été recrutés sur la base de critères qui ne tiennent compte d'aucune discrimination relevant du genre ou de l'aptitude physique ou niveau d'instruction. Certains parmi eux sont titulaires de 3e cycle, de master et autres, à côté d'anciens militaires ou même de jeunes avec une qualification professionnelle ou non. Pour les 3000 engagés civiques, la formation a été particulièrement renforcée, ce qui fait que ces assistants sont polyvalents, à l'aise dans la protection rapprochée, la sécurité de proximité, le secourisme d'urgence et la protection de l'environnement, entre autres compétences. La tutelle apprécie positivement. Et dans les prochains jours, votre institution devra se pencher en collaboration avec les acteurs concernés sur l'élaboration des contrats locaux de sécurité en direction des comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance, question suivie particulièrement, je puis vous l'assurer, par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Vous avez contribué autant que vous pouviez le faire avec l'engagement civique des jeunes ASP au renforcement des capacités institutionnelles des administrations à la lutte contre la délinquance par le biais de la prévention, de l'assistance et du secours aux populations. Pour l'agence, il s'agit avant tout d'être proche des populations. Avec ces recrues, le concept quartier sûr déjà expérimenté dans certaines collectivités sera élargi dans tout le pays. Aujourd'hui, on a dit qu'il faut aller vers le cœur des métiers de l'ASP, c'est-à-dire la sécurité populaire.
la sécurité axée sur la proximité avec les citoyens. C'est dans ce cadre qu'on a expérimenté le quartier sûr sur 7 quartiers qu'on va généraliser à partir de cette promotion sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez voir des ASP dans les quartiers sous la coordination du préfet et d'un spécialiste de la sécurité, soit police ou gendarmerie, et le délégué de quartier, afin vraiment d'être des sentinelles auprès des quartiers. Cette sortie de promotion a été aussi riche en distribution de cadeaux. D'abord, les ASP ont remis des récompenses au directeur général et aux instructeurs, et après c'est au tour de l'agence de remettre ces motos aux handicapés. L'importance des motos, c'est l'équation du transport maintenant est déjà résolue. Je sais que la majeure partie des handicapés qui sont à Dakar rencontrent d'énormes difficultés, notamment les transports publics et les taxis. Man dama yàgg di rêver nekk ASP dama yàgg di rêve dafa nekkoon sama rêve loo tax saa su ne ma ne ASP forever. Les démonstrations n'ont pas aussi manqué. Les ASP ont montré tout leur savoir-faire devant l'assistance et aussi leur engagement à servir leurs concitoyens. De nouveaux ASP sur le terrain après une bonne formation. Nous prenons la direction de Tambacounda où les femmes éleveurs manquent d'unités de transformation et le PDSOC a fait des efforts dans ce sens en installant des laiteries dans les différents départements. Allons à la rencontre d'une éleveur productrice avec Abdoulaye Sinkare. C'est avec passion qu'Aïssata s'adonne à l'élevage. Au quartier Saré-Guilel, sa demeure est devenue incontournable pour qui veut du lait frais. Le courage en bandoulière, les ambitions pleines la tête, Aïssata se voit confrontée à certaines difficultés. Si nous voulons faire du fromage, c'est difficile parce que nous n'avons pas de matériel. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est des vaches qui donnent beaucoup de lait, qu'on nous aide aussi à avoir des terres pour pouvoir travailler tranquillement. À Tamba, la transformation du lait reste le maillon faible de la chaîne de l'élevage. C'est seulement pendant l'hivernage que nous pouvons avoir suffisamment de lait. Pendant la saison sèche, c'est difficile parce que les vaches ont faim et elles ne produisent pas beaucoup. Autre difficulté, c'est les taxes qui nous empêchent d'être compétitifs. Avec des projets comme le PDSOC, quelques unités de transformation ont vu le jour dans la région. Une bouffée d'oxygène, surtout pour les femmes productrices. Nous parlons en cette période de Ramadan du marché de la date qui marche fort bien. Beaucoup de personnes s'adonnent à la vente de ce fruit très prisé en cette période de Ramadan. Et c'est le cas à Kaolack où le business marche bien. Notre reporter Claire Diop a fait un tour au marché central de Kaolack. Voici son reportage. La date, un fruit juteux et énergique qui s'octroie une place de choix dans le menu du Ndogo en ce mois béni du Ramadan. L'histoire remonte à la nuit des temps quand le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait « Si vous devez rompre le jeûne, faites-le avec des dates parce qu'elles sont une bénédiction. » Et depuis, c'est devenu une tradition bien respectée par les musulmans. La date est aussi recommandée par les diététiciens car renferme beaucoup de bienfaits. Les dates, bon. Il y a beaucoup de biens sur le côté de la santé, parce que si tu prends des dates le matin, vers 5h, 6h du matin, avec le khadr, tu auras une bonne énergie. Et puis du côté de la religion, on en a parlé avec beaucoup de biens, quoi, en quelque sorte. Comme Pape Malik Diouf, la majeure partie des Kaolackois s'approvisionnent au marché central. Ramadan oblige, nombreux sont les commerçants devenus vendeurs occasionnels de dattes. J'achète des dattes pour les vendre qu'en période de Ramadan. C'est la tendance du moment et ça se passe bien. Dieu merci, les clients viennent. Sinon, la cherté est à déplorer. Vraiment, c'est cher. Nous prions pour que Dieu nous aide dans le travail là.
Moi, je vends des fournitures scolaires, des livres, des cahiers, entre autres. Mais en période de Ramadan, j'y ajoute des dattes du sucre aussi. Et ça marche bien, les clients viennent et on fait un peu de bénéfice. Autre fruit, cette fois-ci saisonnier, mais très prisé par les populations en cette période de jeûne, les mangues. Le marché central est bien approvisionné au grand bonheur des consommateurs. Les mangues se vendent bien. C'est vrai que cette année c'est cher. Le kilogramme est vendu à 500 francs. Avec le Ramadan, la vente n'a pas du tout baissé. Au contraire, mes clients viennent comme d'habitude. J'ai du Biram Diop, mango tchéré, bouko djehal, tout y est vraiment. Vendeurs de mangue ou de dattes, ces derniers se frottent bien les mains. La date est un aliment purificateur qui aide à minimiser certaines maladies cardiovasculaires car riche en protéines, en fer et en potassium. Date ou mangue, à chacun ce qui lui plaît en cette période bénie du mois de Ramadan, moment de convivialité et de solidarité entre musulmans. La 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine prévue ce week-end. Le comité d'organisation est en plein préparatif pour un bon déroulement de l'événement. Cette année, plus de 17 000 pèlerins sont attendus à Popenguine, suivant le reportage de Fatoumata Banelba. Centrale des œuvres en cette veille de pèlerinage de Popenguine, le comité d'organisation est entré de plein pied dans la manifestation. Cette assemblée générale, la dernière, réunit tous les représentants des 12 commissions pour les derniers réglages. Jusqu'au moment où les gens arrivent, il y a toujours des choses à faire. Parce qu'on n'est jamais satisfait et on compte aussi sur les observations de ceux qui viennent. C'est les pèlerins, tout ce qui est fait pour leur bien-être, est fait pour qu'ils trouvent sur les lieux les conditions nécessaires à un bon pèlerinage. Cette année, plus de 17 000 pèlerins sont attendus à Popenguine. Et pour faire face à tout ce beau monde, l'innovation de l'année dernière a été reconduite. Le port de badge pour tous les pèlerins. Les dispositions beaucoup plus strictes en termes de surveillance de qui est qui. C'est ce qui nécessite pour nous de mettre en place un processus d'identification à travers les badges pour savoir qui vient à Popenguine et de quelle paroisse il est originaire. Le pèlerinage marial de Popenguine est surtout marqué par la marche des jeunes le dimanche. Toute une organisation est faite derrière. L'archidiocèse de Dakar a 2 foyers de marche, dont le SICOMAP. Ils ont des responsables de chaque doyenné. Et ces 3 responsables forment ce qu'ils appellent les administrateurs. C'est eux les responsables. Ceux du doyenné Sine et Petite-Côte d'Ossipec, eux aussi, ils ont la même organisation où ils se retrouvent avec un responsable de chacun de ces 2 doyennés et les prêtres qui les accompagnent. Et cet accompagnement a un caractère très important parce que c'est cela qui ratifie leur appartenance à l'Église. L'ecclésialité de ce qu'ils sont en train de faire, c'est des organisations de l'Église que l'Église accompagne, que l'Église suit, parce que la finalité, c'est le salut des âmes. Et pour le cas du pèlerinage, par la prière en passant par Marie. Les organisateurs veulent mettre les pèlerins dans les conditions optimales de prière et de recueillement. Il s'agit d'identifier les conditions idoines, les meilleures pour permettre à la presse de faire son travail correctement. À ce jour, nous sommes à 200 et quelques journalistes qui sont accrédités. Nous attendons de recevoir 300 journalistes. Il y a la commission santé qui a fini aussi de mettre en place son dispositif avec des postes médicaux avancés. Il y a une augmentation de postes pour répondre non seulement en termes de prévention, mais en termes de prise en charge. Il y a aussi la commission logistique qui a fini d'identifier le nombre de tentes et tout le matériel logistique nécessaire. Il y a la commission hébergement aussi qui s'affaire autour de l'accueil et de l'hébergement. Cependant, il leur est demandé beaucoup de prudence. Presque chaque année, on a des incendies à la grotte de Popenguine. Quand même, Popenguine étant le lieu où nous vénérons particulièrement la Vierge Marie, nous ne voulons pas que sa statue brûle. Et à propos d'incendie, il y a tout récemment la fameuse tragédie du Daka qui doit tous nous interpeller, nous donner des leçons. À tel point que nous souhaitons que les pèlerins désormais utilisent les votives. Les votives, c'est des petites bougies. Lorsqu'elle finit, elle s'éteint sur ce métal et non pas sur le plastique.
Les 3, 4 et 5 juin sera célébré le pèlerinage marial de Popenguine. Les pèlerins sont appelés à porter tout le pays dans la prière. La 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine, c'est donc ce week-end et c'est à suivre sur nos antennes. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a remis un important lot de matériel destiné aux couturiers. Il s'agit pour les initiateurs de mettre en œuvre la vision du président de la République pour le développement de l'artisanat et de l'apprentissage. Cette première étape permet de valoriser davantage les apprentis couturiers du Sénégal. Awa Ndiaye. La direction de l'apprentissage est chargée de la gestion de la formation professionnelle par apprentissage dans les ateliers, les entreprises et les structures de formation. Cette cérémonie de remise de matériel aux apprentis couturiers est une occasion pour booster le secteur de la couture. Après un déploiement massif de l'apprentissage qu'on est en train de rénover, passer donc du côté traditionnel et du côté moderne, en termes d'offres de compétences, de qualification, de méthodes, de certification, qui permettraient d'ailleurs de valider les acquis de l'expérience de ces artisans et également certifier beaucoup de jeunes. Pour le mettre en route, nous avons utilisé la direction de l'apprentissage, une unité qui travaille avec nous, qui est au niveau du cabinet. Dire que c'est le début tout simplement d'un équipement où 10 000 jeunes sont en train d'être formés. 2000 ateliers ont été identifiés à travers le Sénégal, des menuisiers, des mécaniciens. Et aujourd'hui, donc, c'est le démarrage d'une remise de matériel à titre symbolique, tout simplement. Mais qu'en réalité, nous allons toucher pratiquement les coiffeurs, les tailleurs, les menuisiers et les mécaniciens. Et nous l'avons fait devant les institutions. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a félicité ses collaborateurs dans leur démarche de mise en œuvre de la vision du président de la République. D'autres projets sont en cours dans plusieurs domaines de l'artisanat. Le village artisanal de Soumbédioune sera réhabilité. 200 millions de nos francs seront débloqués pour changer l'image de ce lieu mythique de l'artisanat. L'objectif est de faire de ce secteur le premier employeur du Sénégal. Le mouvement Action Solidaire vient d'organiser un atelier de formation de 2 jours sur la sécurité routière. 200 conducteurs de moto Jakarta de la commune de Sédhiou ont bénéficié de cet accompagnement. Ils ont également reçu un don de casques et de gilets. Ibrahima Diédhiou. L'avènement des motos Jakarta dans la région de Sédhiou, avec son lot d'accidents mortels, ne cesse de hanter le sommeil des populations et des pouvoirs publics. Et pour cause, le nombre de victimes s'agrandit au fil des jours. Les corps sans vie déposés par accident de circulation, le nombre s'élève à 60. D'autres cas qui sont venus traumatisés graves, perte de conscience, évacués, le nombre s'élève à 300 et quelques. Donc vous voyez combien de fois c'est un grand problème de santé publique. Cette situation est la résultante du non-respect du code de la route ou de son ignorance. Pour arriver à bout de ce fléau, le mouvement Action Solidaire MAS a offert une formation à la matière aux conducteurs de moto Jakarta de la commune de Sédhiou. 200 au total qui pendant 2 jours ont pu améliorer leur connaissance sur le code de la route et s'engagent à le respecter. Nous, conducteurs de moto Jakarta de Sédhiou, après avoir participé aux 2 jours de renforcement de capacité sur la sécurité routière, organisé par le mouvement Action Solidaire en partenariat avec l'auto-école Bapulo, et bénéficié d'un casque, d'un livre de code de la route, on s'engage à respecter le code de la route, précisément au port obligatoire du casque, des gilets, et à la limitation de la vitesse à 50 km/h dans la ville de Sédhiou. En tout cas, nous, à notre niveau, on prend l'engagement à faire le suivi. Mais mieux, on prend l'engagement aussi de faire le plaidoyer au niveau des services de transport pour que ces gosses-là, à la suite de cette formation, qu'ils aient le permis de conduire et conduire légalement et librement. Afin de mieux les accompagner et de les mettre dans des conditions de conduite optimales, le MAS a offert à ces derniers des gilets et des casques pour leur sécurité. La première phase a porté ses fruits, les attentes sont nombreuses. Une deuxième cohorte de 200 moto-jakartamen va bénéficier de la même formation. Notre mouvement a pour ambition, n'est-ce pas, de
compléter, accompagner l'action publique par des initiatives locales, privées. Conduire une moto Jakarta, c'est bien. C'est un début, mais ça ne doit pas être une fin.